jamais Moukan. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la nouvelle émission pour la première de À vos pronos. Donc, je vais vous présenter l'équipe et l'émission. Donc, on va pronostiquer sur les paris sportifs. Donc, on va essayer de vous aiguiller pour vous gagner un peu d'argent avec tous les spécialistes, quelques spécialistes de la station. De temps en temps, on aura de nouveaux spécialistes. Ça va tourner un petit peu. Donc, je vais vous présenter déjà une voix connue de RTS, bien sûr. C'est Ludovic, le présentateur de Handbay, et donc qui va nous venir souvent pour nous parler du hand. Bonsoir Ludovic. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et ravi d'être là pour cette nouvelle émission qui, je l'espère, perdurera dans le temps et il y en aura plusieurs. Espérons, merci. Sinon, une autre voix connue de RTS, donc Mathieu du Motor Show. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Paris Sportifs. Avant un week-end chargé de sport, on va essayer effectivement de vous donner les conseils les plus aguerris pour gagner un maximum d'argent. Et je suis très content d'être là. Et puis la troisième personne, merci Mathieu. Et la troisième personne, c'est un ami marseillais, et oui, ouais. Anthony de Tipster Prono, qui est expert football et qui fera partie de l'équipe aussi, et qui est à nouveau sur RTS. Bienvenue Anthony, et merci de faire partie de l'aventure. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Écoutez, voilà, on démarre une aventure avec l'émission À vos pronos. On essaiera chaque vendredi de vous donner les meilleurs tuyaux possibles afin de vous orienter et pourquoi pas vous faire gagner, on espère, quelques euros en plus. En sachant que les pronos seront mis sur la page Facebook de l'émission. Donc ceux qui seront vraiment mauvais, je pourrais leur rappeler. Enfin, ça sera peut-être moi qui sera mauvais aussi. Par contre, t'as oublié de dire que je prenais 30% sur tous les gains des auditeurs. Faut espérer que les résultats soient bons. Justement, comme tu as pris la parole, on va commencer par les pronostics de hand. Donc Ludovic, je te donne la parole, voir les matchs que tu veux qu'on pronostique de handball. Ouais, parfait. Juste peut-être avant, on a oublié que dans une demi-heure, on avait un invité exceptionnel. Ronald Pedros, bien sûr, ancien grand joueur du FC Nantes et international chez les Bleus, qui est maintenant entraîneur et qui fêtera son jubilé le dimanche 3 juin à Orléans. Et donc, il est encore à l'entraînement. Dès que l'entraînement est fini, normalement pour 21h, il sera là donc pour la page football. Et c'est vraiment un honneur de le recevoir pour la première. Effectivement, une grande star du football. Allez, on commence avec le hand. Les amis, on va pronostiquer quelques matchs, pas tous. Il y en a 3 qui se jouent à l'heure actuelle et j'en ai choisi un notamment qui est important pour le maintien, c'est Paris-Istres. Alors, match nul, c'est très rare dans le hand, mais ça arrive. La cote est à 7,80. Paris qui doit absolument l'emporter, c'est sa dernière chance, chers auditeurs, pour se sauver de cette relégation qui leur tend les bras aux Parisiens de Kevin Niokas. Donc 1,75 la cote de la victoire de Paris à domicile, je le répète. Istres aussi, qui peut pratiquement sauver sa saison sur ce match-là. La cote est à 2,10. Moi, personnellement, je vous conseillerais pourquoi pas de jouer une victoire parisienne avec un total de buts de plus 3, plus 3 pile poil. Donc voilà, la cote est vraiment bonne. Elle est à 8,10. Donc voilà, victoire de Paris pour moi avec plus 3, 8,10. Donc misez 10 euros, 80 euros dans la poche. C'est tout bénef. Alors je vais demander quand même Paris-Istres. Allez, je vais commencer par le petit nouveau de RTS. Allez Anthony, Paris-Istres, tu vois quoi? Moi je vois plutôt une victoire de Paris. Istres, ils ont gagné que 2 matchs à l'extérieur, dont les 2 matchs ont été gagnés d'un but seulement, tandis que Paris a quand même fait tomber des équipes comme Ivry, Nantes, Nîmes, Tremblay. Donc je veux dire, je ferai la victoire des locaux, Paris à 1,80. À 1,80, victoire de Paris. Xavier, toi tu peux aussi donner ton avis là-dessus. Disons que comme tu disais, Paris ils ont besoin vraiment, là ils sont mal placés ils sont bien partis justement pour descendre et c'est victoire impérative. Donc ça va être un match tendu je vais dire Paris parce qu'ils n'ont pas trop le choix, mais ça risque d'être un match difficile. Ouais, match compliqué pour Paris qui est vraiment au fond du trou avec une pléiade de blessés également. Mathieu, un petit mot quand même sur Paris, ton prono là-dessus. Parce que je vois que c'est un duel de très mal classé. Bientôt la fin du championnat et Paris bon dernier.
12 points seulement. Istres 12e avec 15 points. Ben, bon, Paris à domicile, je vais mettre une victoire pour la capitale pour essayer de se sauver parce que c'est un match très important de mal classé. Donc on va espérer une victoire de Paris pour espérer se relancer dans la course au maintien. Ouais, match important pour Paris qui plus est. Pourquoi? Parce que les Qataris du Paris Saint-Germain en football s'intéressent également au club de handball. Donc l'avenir se passera par les Qataris si Paris se maintient. Donc c'est pas gagné, c'est loin d'être gagné. Deuxième match que je me suis permis de choisir, c'est un match aussi important. Pourquoi? Alors Montpellier-Dunkerque, déjà d'une, Montpellier qui est champion de France depuis hier suite à la défaite de Chambéry. On va dire que Montpellier n'a plus rien à jouer. Ils voulaient viser être invaincus. C'est foutu, ils ont été battus par Nîmes lors du derby. Donc voilà, et Dunkerque qui eux ont encore des trucs à jouer. Alors à quelques jours de la finale de la Coupe EHF, ils se déplacent à Montpellier où c'est très difficile, invaincu à domicile Montpellier quand même, faut le préciser aussi. Les cotes, vous en doutez, sont très faibles. Victoire indice de Montpellier. Le match nul est à 6,20 et Dunkerque, s'il s'impose sur le terrain de Montpellier, est à 9,2. Donc voilà, Dunkerque, est-ce qu'il va pas avoir la tête à la finale? Est-ce que Montpellier n'a pas trop fêté le titre hier en apprenant la défaite de Chambéry? Toute la question est posée. Moi, je vous conseillerais quand même, et je vais me mouiller, un petit match nul. Montpellier-Dunkerque, Montpellier qui jouera sans Karabatic, je vous le rappelle. Mais voilà, est-ce qu'ils n'ont pas trop fêté le titre, les Montpelliérains? Est-ce que Dunkerque n'a pas sa tête à la finale? C'est un pronostic et un match difficile, justement, à trouver le résultat, Xavier, non? Bah moi, comme tu dis, ouais, Montpellier, ils sont déjà peut-être ils sont même champions. Bon, peut-être c'est vrai, ils ont fêté ça, mais en même temps, c'est vrai que Dunkerque c'est une belle équipe, mais je vois plutôt Montpellier, moi, parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même au-dessus de tout le monde. Ils ont pas une seule défaite, il me semble, cette saison. Si, ils ont été battus par Nîmes. Mais pas à domicile. Non, pas à domicile. Ouais. Non, moi je vois Montpellier, franchement. Ça va être très serré, je vois peut-être 2 buts d'écart ou 3, pas plus, mais je pense que Montpellier va l'emporter. Sachant que Nantes a fait match nul contre Montpellier lors de l'avant-dernière journée. C'est à noter aussi. Mathieu, ton avis? Est-ce que Montpellier va continuer sa série d'invincibilité à domicile? Ouais, j'en ai bien peur. De toute façon, sacrée saison pour l'équipe de Montpellier, presque parfaite. Même, par exemple, quand je vois la stat, la différence de but, c'est plus 148. C'est ahurissant en tout cas, mais ça va être la fin de saison parfaite, je pense, pour les Héroltais. Moi, je vois une victoire de Montpellier sans difficulté. Ouais. Montpellier qui domine tout, 14e titre, 4 titres cette année. Anthony, difficile d'aller battre Montpellier. Oui, voilà, et puis Montpellier était champion hier, on va dire, dans les tribunes, en assistant à la victoire de Nantes face à Chambéry, et je vois justement fêter ça avec leur public ce soir, avec une victoire assez facile, je pense, contre Dunkerque, malgré que Dunkerque ait encore des ambitions dans ce championnat, je vois une victoire de Montpellier assez facilement. Bah voilà, tout le monde est unanime, mis à part moi, je vois un petit match nul. Tout le monde a pronostiqué la victoire de Montpellier. Deux autres compétitions plutôt à pronostiquer parce que j'ai l'honneur d'avoir 15 minutes à moi tout seul, je vais en profiter en moi. Je vais les prendre, Xavier. Je voudrais avoir votre avis sur la Ligue des Champions. Alors je vous rappelle, Berlin-Kiel, ça sera le 26 mai. Et l'Atlético Madrid de Caballo Didier Dillard rencontrera Copenhague, qui a éliminé le grand Barcelone. Barcelone, c'était le must du must, c'est le must du must handball. C'est le tenant du titre de la Champions League. Donc Berlin-Kiel de Narcisse et d'Omeyer qui se déplace à Berlin. L'Atlético Madrid qui joue à Copenhague. Qui va gagner la Ligue des Champions? Kiel est coté à 2-1. L'Atlético Madrid à 3. Copenhague à 4. Copenhague, c'est une énorme cote, je vous le dis tout de suite. Berlin à 11. Alors Kiel, c'est vraiment, on le sait tous, c'est une équipe qui est constamment en haut de l'Europe. L'Atlético Madrid, avec Lucas Ballot, Didier Dinard, c'est du costaud. Copenhague, c'est un peu l'équipe surprise, même si on savait qu'ils étaient très forts, mais arriver au Final Four comme ça et battre le tenant du titre, Barcelone, c'est fort. Je vous rappelle que Montpellier s'est fait exploser, plus 16, je crois, à Barcelone. Donc, ça montre à quel point le niveau de Copenhague est élevé pour avoir battu le tenant du titre. Et puis Berlin, qui ne fait pas figure du tout d'épouvantail, mais la cote est à 11, c'est assez bien aussi. Allez, moi je miserais 10 € sur Copenhague sans hésiter, ça fait 40 € en poche. Copenhague est capable d'aller au bout, même s'il faudra battre Kiel ou l'Atlético Madrid. Beau Final Four, Anthony. Est-ce que tu as une petite cote à donner?
Bah, Copenhague, il me semble qu'ils étaient dans la poule à Montpellier, non? C'est ça Copenhague, exact. Ouais, et il me semble, enfin, j'ai de souvenirs qu'ils étaient c'était une équipe très physique, très accrocheuse. Donc, vu que je les vois sortir Madrid en demi, pourquoi pas justement créer la sensation normalement contre Kiel en finale. Donc, c'est vrai que la cote de 4 c'est vraiment très intéressante. Alors toujours aussi un avantage de se déplacer au premier match, donc ce que fait Copenhague sur le terrain de l'Atlético. L'Atlético qui a quand même battu Barcelone aussi dans le championnat donc espagnol, donc c'est aussi à noter. Ça va être un défi quand même, mais Mathieu, t'as bien un avis là-dessus. Eh ben, ouais, mais c'est clair qu'en tout cas, Kiel a pas une cote aussi c'est, très importante forcément. C'est pour moi peut-être l'un des favoris au moins de ce match face à Berlin. Moi, je vois pas de surprise. Hein. Je pense pas que j'ai du mal à voir Copenhague réaliser un deuxième exploit. Hein, et puis bon, l'Atlético Madrid, je bois tes paroles, Lisa. Hein, ça a l'air d'être une très grosse équipe. Et en tout cas, bon, j'aimerais bien savoir, c'est vrai que le classement du championnat d'Espagne, parce que je ne le connais pas, par rapport à Barcelone. Barcelone qui est en tête et l'Atlético Madrid deuxième. Il y a combien de points? Je crois que de toute façon, c'est joué du côté de. Je te redirai ça. Je vais essayer de choper ça tout de suite, le temps que tu parles, et je te dis ça. Non, moi je verrais pas de surprise. Je verrais bien l'Atlético Madrid battre Copenhague et Kiel battre Berlin. Ouais, on a une belle demi-finale 100% allemande en tout cas. Hein, ça va être sympa pour le pays qui adore le handball. Hein, mais en tout cas, moi je vois pas de surprise vraiment. Je vois bien l'Atlético Madrid battre Copenhague et Kiel s'imposer à Berlin. Ouf, ça c'est du très lourd. Alors, je vais résultat, il y a le classement de la Liga, comme on l'a. Lisa, tu es trop fort. Donc Barcelone. Alors, je me suis trompé. Barcelone est bien premier, mais rien n'est du tout joué parce que Madrid est à 2 points. 2 points, c'est une victoire. Faut le savoir. Et Léon est vraiment largué. Les deux équipes ont 50 points. Le troisième à 39 points. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un écart, un peu comme le championnat de France. Donc voilà, c'est à noter. Alors, ça pourrait être la dernière compétition gagnée par Thierry Omeyer qui s'en va à Montpellier l'année prochaine. Kiel est déjà champion d'Allemagne depuis cette semaine également. Xavier, Kiel, l'Atlético, Copenhague ou Berlin? Moi, je vois, comme disait Mathieu, je veux bien une finale Madrid-Kiel. Et ouais, moi je dirais Kiel aussi. Bon, c'est vrai qu'ils sont c'est un peu les favoris. Et comme tu dis, ouais, Thierry Omeyer avant de revenir en France. En plus, pour eux, le championnat c'est bouclé, comme tu dis. Donc ils ont tout à gagner là-dessus. Et puis c'est une grosse équipe. Moi, je dirais plus Kiel. Allez, Kiel, c'est noté. On va retrouver tous les pronostics sur la page Facebook à vos pronos. Et dernière, il me reste 2 minutes pour vous demander un peu aussi votre avis sur les Jeux Olympiques. 2012, les grandes favoris, malgré leur euro complètement monté, c'est l'équipe de France, côté à 2,80. Derrière, sans surprise, il y a le Danemark, 3,90. L'Espagne, 4,50. La Croatie, à 4,60. Et puis après on tape dans les grosses cotes, Serbie, Islande, Hongrie, Suède, c'est entre 15 et 30 et notamment la Suède qui a 30, donc ça peut 35 pardon, c'est un bon coup. Mais moi je suis chauvin et je vois les experts s'imposer, je l'espère de tout mon cœur. Alors je ferai pas de grosses surprises, mais je vous conseillerais de me jouer la France. Croyez-moi, on a eu les experts dans Handball, ils sont remontés à bloc. Malgré l'indécision de Bertrand Gilles, est-ce qu'il ira ou pas aux Jeux Olympiques, on devrait avoir Karabatic, Narcisse, Omeyer qui sont en forme. Je vous rappelle, 4 Français jouent le Final Four, Omeyer, Narcisse, Lucas Ballot et Didier Dinard. Donc allez, l'équipe de France, vainqueur des JO, Xavier. Bah bien sûr, comme j'ai envie de m'acheter une grosse voiture, on en a parlé avant l'émission, je vais faire la Grande-Bretagne. Non, c'est une blague, hein. Contraint. La Grande-Bretagne, disait 2 €, c'est 1 000 € gagnés. Voilà. Et voilà, pourquoi pas. Si la Grande-Bretagne gagne l'euro, je fais le tour de Paris tout nu. Attention, ça peut arriver. Non, je vais dire la France, quoi. Faut quand même, en plus on en reçoit beaucoup. C'est une équipe qui est quand même au top en général, et je pense qu'ils seront là parce que, comme tu dis, quand tu te loupes comme ils sont un peu loupés là, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont être revanchards. Donc on va dire la France. D'après ce qu'on a eu Didier Dinard, ça serait peut-être sa dernière compétition également. Par contre, Thierry Omeyer remplit derrière. Il veut arrêter tant que le physique est là. Thierry continue. Anthony. Écoute, je vais peut-être un peu gâcher votre enthousiasme, mais on a vu que la France au dernier championnat du monde arrivait un peu en fin de cycle.
Et j'ai peur pour eux qu'ils ont du mal à enchaîner derrière avec ces JO. Et moi, les Danois m'avaient fait forte impression lors des championnats d'Europe. D'ailleurs, ils ont gagné le titre. Et quand je vois la cote du Danemark à 3,90, je me dis que pourquoi pas le Danemark pour multiplier pratiquement votre mise par 4, ça peut être très intéressant. Ouais, très intéressant également. Mathieu? Alors, moi, je vais tenter quelque chose. J'ai deux choses. Alors, si on veut jouer l'assurance, forcément, la France est grande favorite, hein, tu l'as dit, avec 2,80. Mais moi, j'ai envie de miser sur l'Islande, qui est à 18. Je te rappelle, j'ai sous les yeux un peu leurs stats. Médaille d'argent au JO 2008 et médaille de bronze au championnat d'Europe 2010. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je les vois, pourquoi pas, créer une petite surprise, surtout avec la cote que je vois sous les yeux, 18. Je pense que ça peut être un coup à jouer au cas où, parce que, bon, la France, elle est vraiment trop favorite. Donc, si on est joueur, la cote, je pense, n'est pas assez élevée. Moi, je vois bien jouer l'Islande pour tenter un gros coup, quoi. Et l'Islande qui est plus ou moins la bête noire de l'équipe de France. C'est cette équipe-là qui a éliminé l'équipe de France lors des derniers Coupe d'Europe, la dernière Euro au mois de janvier. Écoutez, j'ai fini pour ma petite rubrique, juste le temps pour moi de vous dire que c'est la mi-temps du côté de Saint-Raphaël-Ivry, et c'est la surprise, Ivry mène sur le terrain de Saint-Raphaël 13-11, Saint-Raphaël qui joue la Ligue des Champions, je vous le rappelle, qui est totalement relancée suite à la défaite de Chambéry. Montpellier mène sur son terrain 18-13 face à Dunkerque, donc voilà, c'est un peu les matchs à la mi-temps, et puis voilà, Xavier, je pense que la page... Juste un mot sur l'Islande, et je vois en fait que la France avait battu l'Islande c'était contre au JO 2008, c'était la France qui a battu l'Islande. Donc pourquoi pas la revanche, voilà. Ouais, je viens de voir. Pourquoi pas la revanche, effectivement. Il fait des recherches, Mathieu. C'est pas un charlot, hein, t'as vu. C'est un petit peu. Merci Ludovic donc pour la page de hand. On vérifiera ça sur la page Facebook qui a dit pour les JO ça attendra quoi, mais pour les résultats on verra bien qui a été le meilleur. Je peux me permettre, Xavier, juste un tout petit peu. Je vous rappelle qu'il y a le maillot de Jérôme Fernandez dédicacé, celui qui portait lors du match France-Suisse récemment. Vous pouvez le gagner sur Radio Talk Sport. Vous allez sur le site www.rtsradio.fr, vous cliquez sur la bannière du haut et vous trouvez les 14 joueurs de hand qui partiront à l'Euro sélectionnés par Onesta. Vous les trouvez, vous gagnez le maillot de Jérôme Fernandez, il y a le maillot de Benoît Perabou, des bons d'achat, des ballons de handball, tout ça à gagner, n'hésitez pas, c'est sur la page du site. Voilà. Voilà, maintenant on va passer au football avant de recevoir Ronald Pedros, donc à 21h normalement. Donc on va commencer par le football, on finira par le rugby en fin d'émission vers 21h15 quoi, on verra selon le timing. Et donc tout de suite on va passer au championnat italien et donc on va recevoir notre spécialiste Domenico qui est spécialiste italien. Et donc on va le recevoir tout de suite pour la page italienne. Donc on va recevoir notre expert notre spécialiste italien, spécialiste du calcio, qui va nous donner un peu sur Radio Talk Sport avec notre invité et un invité de marque. On a l'honneur et le privilège de recevoir Ronald Pedros, Xavier. Eh oui, bonsoir Ronald. Bonsoir. Donc oui, on reçoit Ronald Pedros. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc vous êtes né le 10 octobre 1971 à Orléans, où vous allez faire d'ailleurs votre jubilé, on va en reparler tout à l'heure. Et donc, bien sûr, on se souvient beaucoup de vous au FC Nantes. Vous avez été champion de France avec une super génération. Et après, vous êtes parti entre autres à Marseille, à Parme, à Lyon, à Toulouse et à Bastia. Et vous avez même été sélectionné 25 fois sous le maillot bleu. Vous avez même marqué 4 buts. Et d'ailleurs, votre première sélection remonte au 28 juillet 1993 à Caen face à la Russie. Donc, je pense que c'est un excellent souvenir pour vous. Et vous avez obtenu en février 2009 votre diplôme d'entraîneur. Vous avez obtenu dans la foulée la montée avec le club de Saint-Privé-Saint-Hilaire, club de CFA2. Et vous êtes là-bas depuis 3 ans, mais j'ai cru entendre et surtout lire que vous allez quitter le club en juin parce que le contrat n'est pas reconduit. Alors c'est vous qui avez décidé de partir ou c'est le club qui n'a pas reconduit ou c'est d'un commun accord? Non, c'est déjà j'étais en fin de contrat et puis ça faisait 3 années que j'étais entraîneur de Saint-Privé et puis je crois que 3 ans déjà ça fait beaucoup. Moi je sentais le besoin d'aller voir ailleurs, d'essayer d'avoir
un club beaucoup plus haut. Et voilà, puis le club voulait lui continuer, être dans la continuité de ce qui avait été fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place l'entraîneur des U19 pour l'année prochaine. Et je crois que les deux parties étaient d'accord sur le principe. Et voilà, donc ça se termine correctement et c'est pas plus mal. Et justement, par rapport à ça, bon, vous avez un peu répondu là, à la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que vous avez l'objectif d'aller entraîner en Ligue 1 ou continuer à un niveau plus bas où il y a un petit peu moins de pression ou, après, c'est vrai que moi je m'étais donné des objectifs et je pense que je vais essayer de les tenir, c'est-à-dire que je m'étais donné comme objectif d'entraîner dans le milieu amateur pendant 3-4 ans. Et après, à partir de cette 3e ou cette 4e année, essayer de partir dans le milieu professionnel. Alors le milieu professionnel, ça peut être de la nationale, ça peut être de la Ligue 1, de la Ligue 2, enfin voilà quoi. Après, c'est vrai aussi que je suis pas arrêté seulement à la nationale, à la Ligue 1, à la Ligue 2, parce qu'il y a des clubs de CFA qui sont très bien structurés, qui ont des moyens intéressants pour travailler et qui jouent la montée nationale. Ça, c'est des clubs qui peuvent m'intéresser, mais j'avais envie de voir autre chose. Et si je peux entraîner une nationale, ce serait dans les objectifs que je me suis fixés, parce que c'est vrai que moi j'ai le DEF, j'ai pas le DEPF. Le DEPF c'est pour entraîner les clubs pro et ma prochaine étape c'est de le passer. Donc en étant dans un club de national, de CFA ambitieux, je compte passer mon DEPF. Et justement, par rapport, juste une petite question avant, par rapport à votre carrière en tant que joueur, est-ce que vous êtes complètement satisfait ou des fois il y a des choix que vous avez un peu regretté, que vous dites j'aurais peut-être dû faire d'autres choix, ou vous êtes ravi de la carrière que vous avez eue en quittant Nantes par exemple? Bah, c'est sûr quand on fait un choix de carrière, ou qu'on prend une décision pour partir dans un club, on pense toujours que c'est la bonne solution et c'est le bon club, donc on ne sait jamais. Enfin moi je l'ai jamais fait à contre-cœur quoi. Maintenant c'est vrai que avec les échecs qui ont été par la suite, ouais, il y a des choix bien sûr que j'aurais pas refait. Maintenant, encore une fois, j'ai fait ces choix en pensant que c'était les bons. Donc des regrets, oui, parce que ça s'est mal passé, et en même temps, non, parce que les choix que j'ai faits, je les ai voulus, quoi. Reynald, juste une petite question pour revenir un peu sur votre qualité d'entraîneur. On aimerait vous voir plus médiatiquement parlant. Est-ce que vous avez peut-être des touches avec des clubs? Est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler? Est-ce que vous savez? Ouais, c'est un peu tôt là, parce qu'en fait on est même pas la mi-mai. Les championnats se terminent fin mai début juin. Il y a encore beaucoup de clubs qui sont en course ou pour la montée ou pour le maintien, donc c'est toujours très compliqué pour les clubs de se lancer à la recherche d'un entraîneur longtemps avant. Aujourd'hui, je suis à la recherche. J'ai pas de touche particulière, mais ça m'affole pas plus que ça, parce qu'on est dans une période un peu creuse avant la fin de saison. Je pense que d'ici peut-être la deuxième quinzaine de mai et début juin, ça devrait bouger un petit peu plus déjà. Bon, pourquoi pas nous faire la primeur d'une bonne nouvelle sur RTS prochainement? Ce sera avec plaisir, ça sera déjà une bonne nouvelle pour moi. Effectivement. Sinon, j'ai une petite question, moi, ouais. Par rapport à votre carrière de joueur. Quel est votre meilleur souvenir et votre moins bon souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est quand même avec le FC Nantes. Je crois que l'année du titre, ça a été quand même une année assez exceptionnelle. Donc c'est vrai que mes années nantaises font partie de mes meilleurs souvenirs, incontestablement. Après, c'est vrai que je dirais les plus mauvais souvenirs, je dirais que ça a été les blessures. J'ai eu pas mal de pépins physiques après tout au long de ma carrière, et
c'est vrai que c'est ce qui m'a quelque part empêché de pouvoir m'exprimer complètement. Ouais, mais enfin mes plus gros regrets, c'est tous les petits pépins physiques que j'ai eu en partant de Nantes. D'accord. Bah, on reviendra un peu sur déjà sur votre jubilé parce qu'on va parler de votre jubilé parce qu'il y aura un super plateau. On en reparlera un petit peu en fin d'émission parce que bon, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à tous les joueurs. Et vous allez vivre un super moment pour ce jubilé. Pour l'instant, on va passer au pronostic. Donc, on va voir si vous êtes doué en pronostic, comme on dit. Non, on vous met pas à l'épreuve, bien sûr. Donc, on va passer à la Ligue 1 avec la 36e journée. Et avec Valenciennes, Paris Saint-Germain, avec bien sûr Valenciennes qui est 12e avec 40 points et le PSG 2e avec 70 points. Donc Valenciennes, la victoire de Valenciennes est à 4,25, le nul à 3,40 et Paris à 1,75. Donc Reynald, votre pronostic à vous? Moi je vois une victoire de Paris. Je vois une victoire de Paris. Paris a absolument besoin de points. Ils n'ont plus le droit d'en laisser en route. Je pense que Valenciennes, c'est quand même une équipe qui est à leur portée. Je mets Paris. Mais Valenciennes, par contre, Anthony, toi qui es un peu sur les cotes et puis qui regarde un peu les statistiques, tu disais que Valenciennes, ils sont pas faciles du tout à jouer à domicile, hein, il me semble. Voilà, tout à fait. Déjà, bonsoir Reynald. Voilà, tout à fait. Mais cette fois-ci, on va dire que PSG joue dimanche, Montpellier joue lundi. Ils ont encore une chance qu'ils ont eu à plusieurs reprises cette saison de pouvoir mettre la pression sur Montpellier. Ils y sont jamais arrivés jusqu'à maintenant avec des échecs à Auxerre, enfin des semi-échecs avec un match nul à Auxerre et une défaite à Lille. Et cette fois-ci, ils ont l'occasion de mettre la pression sur Lille, mais bon, ça sera pas un match facile pour le PSG parce qu'on peut s'apercevoir que Valenciennes en championnat c'est costaud. C'est 10 victoires, 3 nuls en 17 matchs à domicile, notamment en battant des équipes comme Lyon, comme Montpellier, comme Rennes et en faisant nul contre Lille et contre Marseille. Donc attention, mais bon, Valenciennes très fort à domicile, comme l'an passé. Déjà l'an passé, c'était que 2 défaites en championnat à domicile, dont une face au PSG. Donc moi, je mise quand même sur une victoire du Paris Saint-Germain. C'est vraiment l'occasion demain pour le PSG d'aller chercher ce titre on va dire que tout Paris attend. Et donc voilà, une victoire du PSG à 1,75, pour moi, c'est vraiment un coup sûr. D'accord. Notre expert voiture, Mathieu. Oui, Valenciennes, propriétaire à un constructeur Toyota dans leur rang. Mais bon, on va parler de foot. Effectivement, pour le Paris Saint-Germain, c'est maintenant les victoires coûtent cher. Ils profitent un peu du coup de mou de Montpellier pour remonter. Ils peuvent se rapprocher de la tête. Et forcément, Paris, maintenant, ils doivent tout jeter, ils doivent vraiment être concentrés à fond et ne plus perdre de points bêtement. Et je pense que Paris a les moyens de gagner et pourquoi pas créer une petite surprise en fin de saison. Mais je n'en dis pas plus. Donc, victoire de Paris pour moi. D'accord. Et notre expert Hand, Ludovic. Moi, sans hésiter, je vois un match nul, hein, comme l'a dit Anthony. Valenciennes est très bon à domicile, hein, parce qu'à l'extérieur c'est catastrophique, mais à domicile sont pas mauvais. Paris n'a jamais réussi à franchir un peu cette marche qui leur aurait permis d'arriver sur une bonne dynamique, par un péché d'orgueil notamment à Auxerre. Moi, je vois un match nul et malgré un peu les déboires de Montpellier et les prises de tête un peu puériles du côté de la Mosson, moi je vois quand même Paris faire match nul et pas profiter encore des largesses de Montpellier. Moi je vois, j'aurais dû vous le dire avant, mais bon, je vous ai donné la parole avant. Mais moi, je vois plus une victoire de Paris et c'est clair, comme tout le monde a dit, là, s'ils se loupent sur ce match-là, ils peuvent même perdre la deuxième place. Ils peuvent se retrouver troisième parce que Lille est à 2 points et est aux aguets, puis il y a tant que ça pour leur passer devant. On va passer au deuxième match, donc avec Lille, justement, qui reçoit Caen. Et donc Lille qui est favori avec 1,26, match nul à 5 et Caen à 9,50. Moi sans problème, je vois Lille l'emporter parce que Lille ils ont l'air vraiment en forme et je pense qu'ils sont largement supérieurs, surtout à domicile face à Caen quoi. Donc Reynald, vous voyez quoi, Lille-Caen? Je crois que Lille est sur une super dynamique et je crois qu'ils peuvent faire une fin de championnat hyper intéressante. Ils peuvent faire une fin de championnat où ils peuvent coiffer un peu tout le monde au poteau, notamment le PSG s'ils n'en profitent pas. Mais en plus ils vont servir un peu d'arbitre entre le PSG et Montpellier. Je dirais assez facilement, je
je vois la victoire de Lille. Et justement, vous, qui avez été de la génération du beau jeu à la nantaise, de voir Lille, le jeu pratiqué, ça doit vous plaire, Lille, non? Ouais, Lille, c'est depuis quelques saisons, c'est une des équipes les plus agréables à regarder. Et non seulement ils sont agréables à regarder, mais ils gagnent. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ils sont sur une dynamique depuis quelques années hyper positive. Ils ont des attaquants de grande qualité. Et c'est vrai que quand on regarde un match de foot, on a surtout envie de voir du spectacle. Et eux nous en procurent à chaque fois. C'est sûr. Et toi, Mathieu, tu vois quoi, Lille-Caen? Eh ben, c'est vrai que sacré parcours de Lille, grosse remontée. Moi, je les vois pas s'arrêter comme ça. Je vois victoire de Lille, la cote est trop basse, donc ils sont vraiment archi favoris, parce que Caen presque à 10, quoi. Ça veut vraiment dire que Caen ça va être compliqué pour eux, je le sens aussi. Moi, je vois victoire de Lille, ouais. T'as vu la cote à 10, là, quasiment? Ouais, bah oui. Ouais, ça a évolué depuis 18 heures, quoi. Oui, enfin bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Lille est vraiment archi favori, et je pense qu'ils vont le confirmer. Ouais. Donc toi, tu vois Lille aussi? Ouais. Sans surprise. Et toi, Anthony? Et donc, écoutez, moi je vais vous suivre. Une victoire assez facile du LOSC par au moins 2 buts d'écart, je pense, avec une cote de 1,78. Il y aura pas, je veux dire, les ambitions lilloises, on les voit depuis depuis certaines semaines. Ils peuvent venir chatouiller le PSG et Montpellier. Et ils sont lancés, ils viennent de s'imposer contre le PSG, ils viennent de s'imposer à Nice. Par le plus petit score mercredi, donc je les vois confirmer contre Caen, qui a montré beaucoup de lacunes cette saison. Donc Lille victoire par plus de 2 buts d'écart à 1,78 pour moi. Et mon ami Ludovic, je sais qu'il va dire Lille pour que, en plus, comme il a pronostiqué Paris, pour que Paris se retrouve 3e. Mais bon, je vois par la table, que vois-tu, Ludovic? Non, pas du tout. Moi, quand je vois qu'ils perdent Gervinho, qu'ils perdent Rami, qu'ils perdent Cabaye et qu'ils sont encore là, à ce niveau-là, et en pleine bourre, et en plus il y a le nouveau stade qui arrive, c'est vraiment un club, faudra compter sur lui dans les années à venir, je pense, avec un Rudy Garcia, un excellent coach. Ils vont peut-être perdre Eden Hazard, soit. Après, derrière, il y a Caen. Alors Caen, il faut savoir que Thomas Hurtaud, le buteur qui a donné une victoire importante lors du dernier match, va partir à Udinese. Derrière Caen, on est loin d'être sauvé. Ça pourrait peut-être être une surprise, mais logiquement, Lille devrait s'imposer. Et attention quand même à Caen, qui est capable du tout, du meilleur comme du pire. Donc, s'ils sont pires, ils s'en prennent 4-0, mais par contre, ils peuvent essayer de faire quelque chose. Ça serait vraiment la grosse cote. Mais non, moi, je miserais quand même sur Lille. Ouais, je suis un peu d'accord, on est tous d'accord, de toute façon, là. Sur mon papier, il y a Lille marqué partout, donc comme ça, c'est réglé, il n'y aura pas de débat. Sinon, on va passer à un autre match, mais ça, avec un enjeu très fort. C'est surtout pour le bas, enfin, surtout pour Auxerre, parce que Bordeaux n'a plus grand-chose à jouer. C'est Auxerre-Bordeaux, avec Auxerre qui est 17e avec 34 points, qui est plus relégable, et Bordeaux qui est 8e avec 52 points. Et donc, Auxerre 2,40, 3,10 le nul et 2,75 Bordeaux. Mais les cotes évoluent beaucoup d'ici le match qui se jouera, il me semble, lundi. Donc, Reynald, vous voyez Auxerre se sauver, Auxerre-Bordeaux, vous voyez quoi comme match? Je pense que, c'est vrai qu'Auxerre a battu Dijon et ils sortent tout juste de la zone. Je pense que Bordeaux est une équipe difficile à jouer. C'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs de qualité. S'ils sont dans un bon jour, ça va être très compliqué pour Auxerre. Moi, je vois un match nul. Même s'ils ont gagné à Dijon, je les vois pas surclasser Bordeaux. Même si j'aimerais que, bien sûr, Auxerre s'en sorte. Sur ce match-là, Bordeaux est sur une bonne dynamique aussi. C'est une équipe pas facile à l'extérieur. Donc moi, je vois un match nul. Match nul. Bien sûr, je donne la parole à Ludovic. Alors bon, je vais pas me cacher, je suis un fan d'Auxerre. Auxerre a vraiment été pas ridicule face à Paris, pas ridicule face à Lyon. De but à 0 de penalty. Paris, pareil. Il y a eu un péno pour Néné. Ils ont vraiment pas été ridicules. Ils ont fait jeu égal. Ils s'en sortent pas trop mal. Ils récupèrent Boli en défense qui était suspendu. Il y a Ndinga qui revient. Il y a Traoré qui commence à revenir. Auxerre, c'est un club mythique. C'est à l'image de Lens qu'on a perdu. C'est à l'image de Nantes qu'on a perdu. Ça serait vraiment pour le paysage un peu footballistique français, ça serait une grosse perte aussi. Sachant qu'en plus que Auxerre en Ligue 2, au niveau des finances, ça va être très difficile de pas faire un peu Strasbourg. Non, moi
difficile de pronostiquer. Ils étaient au fond du trou, tout le monde les voyait relégables. Ils sont là avec une différence de but qui vaut presque un point. Et j'aimerais une victoire d'Auxerre. C'est très bien que j'ai du mal à parier sur la J Auxerre parce que je suis pas objectif, donc j'aimerais une victoire d'Auxerre. Voilà, je parierai pas, mais j'aimerais une victoire d'Auxerre. Et d'ailleurs, Auxerre qui se déplacera à Marseille. Et donc, je donne la prochaine journée. Donc, je donne la parole à Anthony. Bah écoutez, Auxerre-Bordeaux, Bordeaux qui joue plus rien. Et on note que Auxerre, depuis l'arrivée de Wallem, a gagné autant de matchs en 1 mois et demi pratiquement que Laurent Fournier en 8 mois. Auxerre n'est plus relégable comme vous le savez depuis hier. Et on s'aperçoit aussi que dans les Auxerre-Bordeaux, il y a quasiment jamais de match nul, avec 10 victoires auxerroises, 7 victoires bordelaises et pour 2 matchs nuls en 19 matchs. Sachant que Brest, donc adversaire d'Auxerre dans la lutte pour le maintien, et Brest va à Lyon, Dijon va à Lorient, donc c'est deux déplacements compliqués. Donc la GIA a une superbe opération à faire demain. Et moi, je vois une victoire d'Auxerre, mais par le plus petit avantage, par un but. Donc ça vous permet d'augmenter la cote. Mais bon, je vois Auxerre gagner demain. Et il y a un autre pari qui m'a tiré l'œil sur ce match. C'est une des deux équipes gagne par un but d'écart à 2,15. Donc ça vous couvre en cas de défaillance auxerroise. Mais bon, ma première idée, c'est une victoire d'Auxerre à 2,40. Et Mathieu, toi, tu vois quoi? Eh ben, ça va être compliqué. Moi, je vois match nul parce que, j'ai pas pu suivre comme je pouvais, la saison de la JOCR parce que je le suis depuis quelques temps quand même. Et le souci, c'est que, j'arrive pas à me faire une idée de ce club. Je sais forcément qu'avec Laurent Fournier, ça s'est très très mal passé, bizarrement. Et Jean Fernandez a vraiment manqué au club, et c'était un gros coup dur de le voir partir pour Nancy. Mais bon, est-ce qu'ils ont les moyens de se maintenir? Je pense que ça va jouer entre les 4 derniers clubs du classement. C'est en 1 point seulement. Ça n'a jamais été aussi serré qu'on maintient. Moi, je vois un match nul pour maintenir l'espoir. Mais oui, c'est vrai qu'après Montpellier et Marseille, ça va pas être une mince affaire. Donc, je vois match nul parce que Bordeaux aussi n'a plus rien à jouer. Et Auxerre va tenter de s'accrocher. Je pense que ça va être un match assez fermé. Ouais, mais moi je vais dire la JOCR parce que je pense que là ils sont dans une spirale positive et je les vois bien gagner. Même si j'aurais été tenté par un match nul, mais là ça peut être le gros coup gagnant s'ils l'emportent. Franchement, là ils ont un gros coup à jouer. On va aussi parier sur un match très important, c'est Rennes-Montpellier avec Rennes donc qui est à 2,45, le nul à 3 et Montpellier à 2,75. Et moi, je conseillerais Rennes parce que Montpellier déjà va avoir des absents et c'est jamais facile de s'imposer à Rennes. En plus, il peut encore faire l'Europa League. Et là, c'est vraiment un match charnière entre Montpellier et Rennes et Paris qui va à Valenciennes. Mais je vois, en plus, si jamais Paris gagnait et que Montpellier avait la pression et devait avoir la victoire, on a vu en ce moment qu'il craque un petit peu. Donc moi, je serais tenté de dire une victoire rennaise. Bon, je suis peut-être pas objectif. Comme dit Ludovic avec la GIA. Mais bon, voilà, je vois une victoire rennaise. Et Reynald, vous voyez quoi pour Rennes-Montpellier? Moi, je serais tenté par une victoire de Rennes, mais je vais dire match nul. Rennes, c'est pas une équipe facile. C'est pas une équipe facile. Et pareil, s'ils sont dans un bon jour, ça peut être très compliqué. Malgré tout, je pense que Montpellier a les armes pour aller à Rennes et puis pour ne pas perdre. Mais je pense que ça va être un match très très compliqué pour Montpellier. Et je les vois pas gagner ce match. Surtout que derrière, je crois qu'ils reçoivent Lille. Oui. Donc une fin de saison très compliquée pour Montpellier. Mais je les vois pas gagner. Je les ai vus jouer contre Evian, moi. Ils doivent jamais faire match nul. Evian a fait un très très bon match. Elle les a mis énormément en difficulté. C'est pour ça que je les sens un petit peu moins bien sur ce match-là contre Evian. Moi, je les vois pas gagner, donc match nul. Ludovic a une question pour vous, Reynald. Vas-y, Ludovic. Ouais, j'aurais aimé un peu savoir votre avis de tout ce qu'on parle un peu en off de Montpellier avec l'affaire Belhanda, Giroud qui a pas pris ses responsabilités ou pas, Camara qui a tiré le péno, qui l'a loupé. On sent vraiment de la tension, mais comme si qu'il jouait plus la relégation que le titre.
alors que c'est du bonus pour les hommes de Loulou Nicolin. Est-ce que c'est pas le caractère justement de René Girard qui est un peu tout feu tout flamme et Loulou Nicolin qui reflète un peu sur les joueurs? Non, je pense pas, non. Après, pour ce qui est des pénaltys, il y a une hiérarchie. Hein. Il y en a un qui est désigné, puis si c'est pas le premier, c'est le deuxième, et puis si c'est pas le deuxième, c'est peut-être le troisième. Il y a une hiérarchie. Je crois que, comme ils expliquaient, c'est ou Belhanda ou Giroud, puis quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Après, quelque part, ce qui s'est passé contre Evian, Camara a voulu le tirer. Après, je comprends Giroud quand il dit je suis pas là pour me chamailler, je suis pas là pour m'engueuler et dire voilà, c'est moi qui dois le tirer. Voilà, je veux dire, après c'est au ressenti aussi. Si Giroud s'était chamaillé avec lui pour le tirer, qu'il l'avait loupé, on aurait dit bah pourquoi il l'a pas laissé. Enfin voilà, c'est assez compliqué, mais je pense que les joueurs ils doivent se responsabiliser. Je crois que si c'est à Giroud de le tirer, bah c'est pas à Camara, puis c'est pas à lui de venir, quoi. Giroud il est désigné pour le tirer parce que Belhanda l'a tiré avant ou quoi, et donc c'est à lui de le faire. C'est vrai que ça, quand il y en a un troisième qui arrive et qui met plus l'embrouille, je trouve ça pas très bien. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, la nervosité, il y a toujours eu un peu de nervosité, de pression, de tension à Montpellier. Il y a des gens qui sont un peu sanguins, comme René Girard. Voilà, maintenant, moi, cette équipe de Montpellier, c'est une équipe qui veut gagner, quoi. C'est une équipe qui sent aussi qu'elle peut arriver au bout à un moment donné. Donc, je pense aussi les médias ils mettent aussi un peu du leurre en montrant du doigt certaines choses, mais il y a pas forcément anguille sous roche ni quoi que ce soit. C'est les aléas d'une équipe qui est jeune, c'est les aléas d'une équipe qui veut gagner, qui va peut-être être championne alors que c'est inespéré parce qu'ils sont à la lutte et c'est la fin. Ouais. Mais voilà, je veux dire, Montpellier, s'ils sont champions, fera un très beau champion. S'ils sont deuxième, aura fait une superbe saison. Et voilà, faut pas aller chercher plus loin. Après l'histoire du penalty, bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est dommage. Ouais, on a l'impression. C'est un peu les médias aussi qui aiment bien un peu. Les petites histoires, remuer un peu ça. Ils ont un peu de caractère, c'est toujours plus facile pour les médias de se retrancher derrière ça en disant ils sont nerveux, ils sont comme ça, quoi. C'est des gens de caractère, je veux dire, on les changera pas. Et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés là. Et voilà, quoi. Il faut des gens calmes, il faut des gens de caractère, il faut des gens un peu plus cons, des gens un peu plus gentils, des gens, voilà. Et c'est vrai qu'on tape souvent un peu plus sur les gens de caractère, mais c'est pas forcément ceux-là les plus méchants. Hein. Non, effectivement. Mais on avait l'impression quand même qu'ils sont un peu tirés une balle dans le pied, parce que Belhanda va sûrement pas rejouer. Là, ça va manquer énormément à mon. Ouais, après il y a l'histoire de l'échauffourée, effectivement. C'est vrai que le plus malheureux dans tout ça, c'est Belhanda, et c'est plus un réflexe que lui qui a voulu intentionnellement aller se battre. Ouais. Voilà, et c'est dommage. Moi, ce que je regrette dans tout ça, c'est un peu toutes les sanctions lourdes qu'il y a. Je crois que faut se mettre dans la peau d'un joueur qui a joué 90 minutes ou moins, ou qui a un moment d'énervement. Je crois qu'à un moment donné, il faut essayer de le comprendre. Il faut pas taper dessus en lui mettant 3, 4, 5 matchs pour le faire comprendre. C'est pas ça qui fera avancer les choses. Non. On a souvent tendance les commissions de discipline à taper sur les joueurs, à leur remettre des matchs, et je pense que c'est pas la meilleure solution. Ouais. Et vous avez l'impression, vous, que c'est plus sévère que à l'époque, à l'époque, entre guillemets, quand vous jouiez par exemple en Ligue 1, que c'est plus sévère maintenant? Non, c'est pas plus sévère. Je pense pas que ce soit plus sévère. Après, vous savez, moi j'ai été dans les commissions de discipline pour expliquer des choses, voilà, et les gens n'écoutent rien, quoi. Je veux dire, c'est bête à dire, hein, mais malheureusement l'arbitre il est intouchable. Voilà. On a beau expliquer des choses, on a beau dire qu'on n'y est pour rien, on a beau dire que c'est peut-être un geste malheureux, mais que voilà, si l'arbitre a décidé ça, la sanction elle est immédiate, quoi. On a l'impression qu'on n'est pas écouté, on a l'impression que
ils sont là que pour sanctionner. Moi, j'ai eu l'occasion de passer dans cette commission pour faire appel de plusieurs choses, et on m'a sorti. J'ai entendu des choses qui sont pour moi qui étaient surréalistes, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ces gens-là ils puissent dire ça, quoi. Et donc voilà, je me suis dit, n'y retourne plus jamais, parce que de toute manière, tu vas morfer et tu n'auras jamais gain de cause, même si tu as raison. Donc voilà, aujourd'hui, il faut savoir se maîtriser, il faut savoir, maîtriser ses nerfs, et des fois, c'est pas facile, quoi. C'est un peu des cow-boys qui font un peu ce qu'ils veulent et. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est leur façon de faire surtout. On va quand même donner la suite des pronos parce que j'ai pas pris les vôtres. Mathieu, toi tu vois quoi alors à Montpellier? Alors gros match ouais, au classement. Montpellier est donc leader. Hein, et Rennes est derrière Lyon. Forcément le duel est très serré. Et je vois que Rennes peuvent encore aller chercher la 4e place, hein, importante pour l'Europe. Donc ça va être peut-être le match à suivre de ce week-end, en tout cas, très très disputé. Et je vais voir une victoire de Rennes, ouais. Je sais pas, à domicile, pourquoi pas créer une petite surprise, hein, les Bretons. Victoire de Rennes et pourquoi pas s'accrocher encore pour l'Europe, ils ont encore les moyens. Ouais, victoire de Rennes, il y a un bon coup à jouer aussi, au niveau financier. Et toi, Anthony? Bah écoutez, moi pour faire vite, je vais rejoindre un peu Rénal, je vois un match nul. Il faut pas oublier que Montpellier se présentera sans Estrada et Belanda suspendus. Et je pense que ça peut leur être très préjudiciable. En remplaçant, il y a Cabella et Stambouli, mais bon, c'est des jeunes joueurs qui manquent peut-être un peu d'expérience dans cette dernière ligne droite. Donc je vois vraiment un match nul, et je reviens sur ce que disait Mathieu par rapport à Rennes et l'Europa League. Je sais pas si vraiment Rennes sont motivés à aller chercher une place en Europa League quand on voit ce qu'ils en font cette saison de l'Europa League. J'ai un peu des doutes là-dessus. Maintenant, écoutez, c'est vrai que Montpellier ferait un beau champion. J'aimerais que Montpellier soit champion, mais ça risque d'être dur pour eux là, les 3 dernières journées, avec surtout ce match contre Lille la semaine prochaine. Moi, je vois un match nul à Rennes, car ça risque d'être difficile au stade de la Route de Lorient. Et toi, Ludovic? C'est là qu'on va voir si Montpellier a du caractère. Hein. J'ai entendu une interview d'Olivier Giroud qui disait vous allez être surpris et on va pas se laisser abattre. C'est vrai qu'il y a plus ou moins eu le penalty du titre, on peut le dire, hein, parce qu'ils ont eu 2 points de plus sur Paris. C'est le tournant de la saison, c'est le match le plus important pour Montpellier. S'ils arrivent à gagner à Rennes, à mon avis, ils seront champions. Donc allez, je vais faire confiance à Olivier Giroud, un joueur qui a quand même sur les épaules. Et je vais dire victoire de Montpellier. D'accord. Bon, on avait prévu de parler de pronostiquer encore d'autres matchs, mais bon, on est pris par le temps. En plus, on n'a pas Reynald toutes les semaines, donc il faut en profiter. Donc, par contre, je viens de regarder là, donc en Ligue 2, il y a Nantes qui mène face à l'Avignon 2-0. Et donc, je voulais demander à Reynald, par rapport au FC Nantes, est-ce que vous avez l'objectif d'y revenir? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de supporters nantais qui aimeraient bien. Et est-ce que ça vous plairait, vous, d'essayer de leur donner un peu le modèle à la nantaise qu'il y avait avant, quand vous aurez les diplômes pour pouvoir entraîner des clubs pro, comme vous me disiez que pour l'instant vous ne pouviez pas pour le moment? Ouais, c'est bien sûr un club, qui est particulier pour moi. Je veux dire, encore une fois, revenir dans ce club pour travailler, bien sûr que c'est toujours intéressant. Après, ça dépend à quel niveau. Mais c'est un club, qui doit retrouver. Qui doit retrouver la Ligue 1, c'est un club, une ville qu'on a besoin des supporters qui le méritent. Donc voilà, le plus dur ce sera de remonter dans un premier temps. Mais c'est vrai que après moi, dans mon cheminement, bien sûr que Nantes reste un club à part. Si je dois y travailler un jour, tant mieux, j'en serai le premier content. Si je dois pas y travailler et je dois travailler ailleurs, ce sera comme ça. Mais voilà, c'est un club qui restera toujours particulier pour moi. Et toi, Ludovic? Oui, Reynald, on a l'impression qu'à un moment ou un autre dans l'histoire de Nantes, on n'a plus fait confiance à la formation. On sait que Nantes, ça a été la formation aussi à l'image de la J Auxerre. Alors c'est quoi? Est-ce que tout le monde s'est mis au diapason et tout le monde plus ou moins forme des joueurs et Nantes là-dessus n'a pas réussi peut-être à monter d'une marche, ou alors vraiment c'est la politique du club qui a fait que la formation on arrête. Je me rappelle d'une image quand Nantes est descendu, c'était Darocha qui était en larmes et qui fustigeait un peu cette nouvelle politique. Est-ce que c'est vraiment le manque de confiance au niveau de la formation qui a fait que Nantes est malheureusement descendu en Ligue 2 et un peu dans l'anonymat à l'heure actuelle? Je crois
on n'arrête pas la formation du jour au lendemain. Je crois que après notre titre de champion de France, c'est donc Fernando Noëx qui a repris 2 ans après, je crois, et ils ont été champions de France et gagné 2 fois la coupe. Je crois que déjà, peut-être à ce moment-là, la formation commençait à décliner un petit peu, mais après, il faut encore une fois, il faut les joueurs pour pouvoir faire de la formation. Il faut les joueurs d'une certaine qualité. Si tu n'as pas une génération de joueurs derrière, pour continuer, c'est très compliqué. Et tu as forcément, à un moment donné, des trous dans cette formation. Nous, quand on est arrivé avec pour jouer tous ensemble en pro, c'était parce que le club avait des problèmes financiers. Ça faisait un petit moment que la formation, il y avait quelques joueurs seulement qui avaient intégré les pros. Et nous, à ce moment-là, on a intégré le groupe. Mais on avait une génération, une très bonne génération. Après notre génération, il y en a une autre qui était bonne, donc ça a continué. Et si on ne retrouve pas une génération de 5-6 joueurs qui peut jouer en Ligue 1, c'est compliqué. Et c'est ce qui s'est passé à Nantes, je pense. C'est ce qui s'est passé à Nantes. On n'a pas eu assez de bons joueurs de la formation pour pouvoir intégrer le groupe, et donc on a été obligé de racheter des joueurs de l'extérieur. Alors après, c'est peut-être aussi la politique des dirigeants qui étaient à ce moment-là, à l'époque, en place, mais voilà. Et moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des présidents qui certainement veulent faire de la formation, mais si tu n'as pas les joueurs pour pouvoir jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2, tu es bien obligé d'acheter des joueurs à l'extérieur pour pouvoir continuer, quoi. Et après, c'est aussi un problème de recrutement des jeunes. Je pense que c'est peut-être là aussi. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces années pour recruter des jeunes? Comment on les a recrutés? Pourquoi on n'a pas trouvé les bons? Pourquoi ils viennent plus chez nous? Voilà, je pense que c'est ces questions-là qu'on aurait dû se poser avant, parce qu'à un moment donné, quand on se les posait, c'était trop tard, et on avait trop de retard sur certaines équipes qui faisaient eux de la formation, et voilà, on a été obligé de racheter des joueurs, et c'était pas forcément ce que les gens, parce que les supporters, c'est ce qu'ils attendaient. Ils attendaient de voir des jeunes, plus de jeunes, mais si t'en as pas, tu peux pas les mettre, quoi. Donc il faut que t'achètes. Ouais. En espérant. Non, je disais en espérant voir Nantes rapidement monter en Ligue 1, parce que bon voilà, les Canaries, la Beaujoire. Surtout monter en Ligue 1 puis y rester. Y rester, exactement, Reynald. Ouais. C'est pas toujours évident. Et maintenant on va passer quand même à l'événement du mois de juin. Non, c'est pas l'Euro, je sais, mais un petit peu avant, il y a le jubilé de Reynald Pedros, donc comme je disais tout à l'heure, c'est le dimanche 3 juin à 18h. Ce sera au stade de la Source à Orléans. Et donc, ça sera le FC Nantes de 94 et 95, avec notamment tous ceux qu'on a cités souvent, hein, Christian Charambeu, Patrice Loco, Claude Makelele, Jeff Ettenderam, vous-même, bien sûr, contre les All-Stars, avec donc Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin, Yannick Noah, William Prunier, l'idole à Ludovic Christophe Coquart, entre autres. Et donc, si vous voulez nous parler un petit peu de ce jubilé, faire un peu de pub pour le jubilé, même si je sais que vous faites déjà un peu partout. C'est gentil, c'est un moment particulier. C'est un moment particulier, c'est un peu le moyen de fermer la boucle. C'est vrai que c'est un jubilé que je prépare depuis bientôt 8 mois avec mon ami David Mazancini qui lui l'organise avec sa société. Morancy, et on travaille depuis 8 mois pour le préparer. C'est vrai que c'est surtout une fête. C'est une fête du football, c'est une fête de l'amitié. C'est voilà, je veux dire en réunissant l'équipe championne de France 94-95 avec quelques joueurs qui sont arrivés après. Ils seront tous les champions de France. Comment? Les champions de France, ils seront tous les champions de 95, ils seront tous présents? Très sincèrement, il me manque une réponse, une ou deux réponses, mais bon, dans un premier temps, ils m'ont dit oui, je dois reconfirmer, mais ils seront tous là, ouais. Et Wedek, il sera là aussi? Ouais. Ah putain, c'est bon ça. Ils seront tous là, et ça, c'est déjà une fierté, parce que quand je les ai appelés pour leur dire que je faisais mon jubilé, ils m'ont très rapidement, 95% dit oui, avec plaisir, il n'y aura pas de problème. Et c'est, comme je disais, c'est la fête du football,
c'est quelque part aussi récompenser aussi les gens qui nous ont soutenus, les gens qui ont aimé cette génération, et c'est leur donner une dernière fois la possibilité de les revoir, même s'ils ont tous changé. Hein. On n'aura pas exactement les mêmes joueurs, mais c'est surtout une fête. Moi, j'ai aussi, ce qui est important, il y a une partie des bénéfices qui sera reversée à 2 associations, c'est la Trisomie 21 Loiret et Enfants et Santé Cœur de France. Je crois que c'est important aussi de les associer. Voilà, et encore une fois, c'est vraiment une fête du football, c'est vraiment une fête de l'amitié. On espère bien sûr beaucoup de monde, on espère qu'il fasse beau aussi. C'est le dimanche 3 juin parce qu'il y a l'Euro qui se profile derrière et on voulait faire ça avant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important et encore une fois, c'est la fête du football. Est-ce que vous avez un lien pour les gens qui nous écoutent ou pour qu'on fasse aussi de la pub? Il y a une page Facebook dédiée au jubilé. Ouais. Il y a une page Facebook dédiée au jubilé, c'est jubilé.renalpedros. Voilà, donc tous ceux qui veulent venir sur cette page, ils seront informés au fur et à mesure des joueurs qui viennent, ils sont informés de l'actualité un petit peu du jubilé. Donc voilà, je les invite à venir sur cette page. Et après, il y a bien sûr de la communication qui va être faite. Là, on va commencer une campagne d'affichage dans la région et à Orléans. Donc voilà, on est dans la dernière ligne droite, c'est dans un mois. Donc voilà, c'est important, quoi. Reynald, qui va coacher les 2 équipes? Alors pour la partie All-Star, ce sera Robert Nouzaret. J'ai connu moi à Toulouse et à Bastia. Après, pour la partie nantaise, j'ai encore quelques incertitudes parce que j'ai pas encore l'accord de Coco Ciodo. Il m'a appelé en me disant qu'il avait quelques soucis. Bon, à mon avis, c'est quelques soucis de santé peut-être. Mais il m'a pas confirmé encore. Il m'a dit qu'il préférait attendre. C'est vrai que c'est quelqu'un pour moi qui est très très important, qui représente complètement notre génération. Et c'est vrai que ce serait vraiment dommage qu'il puisse pas venir, mais pour l'instant, je suis encore dans l'attente de sa réponse, même si pour le moment il m'a dit que ce serait compliqué. Mais voilà, il y a encore un mois, je suis optimiste et j'espère qu'il va pouvoir être avec nous. Ouais, on l'espère, un grand homme du football français. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas pu le faire vous n'avez pas voulu le faire à la Beaujoire ou c'était une question? C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que c'était un peu plus compliqué. Moi maintenant j'habite Orléans et je suis d'Orléans, je suis né ici. Pour l'organisation, c'était plus simple, je pense, de le faire ici à Orléans. Si j'avais dû le faire à Nantes, il aurait fallu que je fasse appel à une autre société que celle de mon ami. Il aurait fallu faire beaucoup plus de déplacements. Voilà. Après, c'est vrai que à la Beaujoire, c'était aussi symbolique. Mais très sincèrement, toute ma famille est ici et le stade de la Sauve peut contenir jusqu'à 5000 places. Donc c'est une fête aussi qui va être belle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré le faire ici. Alors Reynald, surtout pas de petit pont à William Prier, hein, parce que c'est mon ami, donc surtout l'éviter. Faut l'éviter. Mais même si je en fais, je pense que même si je en fais, il se passera rien derrière. un gros bonjour à Christophe Coquard, hein, qui a toujours le coup de rein. Hein. Je l'ai vu jouer il y a pas longtemps. Ouais, en plus c'est des gens que j'ai côtoyés pendant ma carrière, des gens super sympas, formidables, des gens qui sont super cool, qui sont voilà quoi, je veux dire. Vous avez même été en équipe de France, je crois, avec Christophe Coquard. Ouais, j'étais avec lui, avec William. Ouais, non, mais franchement, tous les gens qui seront là, c'est des gens bien. Ça, c'est important. En tout cas, on invite tout le monde à aller sur des liens pour aller voir le match, assister à ceux qui peuvent aller assister à cette rencontre. Qu'à nous, au nom de RTS, de Radio Tolkien Sport, toute la radio, on souhaite vraiment que vous passiez un super moment parce qu'on vous a reçu aujourd'hui. Vous devez être là une demi-heure, vous avez débordé un petit peu. Et franchement, c'était un honneur pour la première de l'émission, en tout cas moi particulièrement, de vous recevoir parce que ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai juste de petites faveurs à vous demander pour finir, comme
j'ai un peu taquiné sur l'Euro, qui est l'événement de votre jubilé, qui est l'événement de l'Euro à la place de l'Euro. Est-ce que vous voyez l'équipe de France pouvoir aller loin à l'Euro? Quelles sont pour vous les deux équipes que vous voyez en finale? Moi, pour ma part, je vois bien l'Allemagne et l'Espagne. Et vous? Déjà, j'espère que effectivement l'équipe de France fera un bon Euro. Parce que je pense qu'elle en a les moyens et la capacité. C'est un groupe de joueurs talentueux avec Laurent Blanc en plus aux commandes. Je pense que c'est un effectif qui peut se révéler encore meilleur. Voilà. Après, aller au bout, je sais pas. C'est tout le mal que je leur souhaite. C'est vrai que le dernier match amical qu'ils ont fait contre l'Allemagne, c'était très très intéressant. On a vu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France comme ça, mais voilà, s'ils sont capables de le faire contre l'Allemagne, ils sont capables de le faire à l'Euro. Voilà, maintenant, effectivement, pour les favoris, mon premier favori c'est l'Espagne. Comme en plus je suis d'origine espagnole, je suis un peu chauvin, mais c'est l'Espagne bien sûr. Après derrière, je pense que c'est assez ouvert. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on a parlé de l'Allemagne, on disait que c'était une grosse nation, que c'était compliqué, puis les Français ont été très bons là-bas, les ont battus, enfin voilà quoi. Après, je pense que c'est ouvert, mais je pense que le premier favori, je pense que c'est l'Espagne. D'accord. Je vous remercie en tout cas. J'ai une dernière faveur. C'est un peu une tradition qu'on fait avec les invités de prestige qu'on reçoit sur RTS souvent. C'est de dire un petit mot qu'on repassera à l'antenne, une petite promo entre guillemets. Ici Rénal Pedros, bienvenue sur Radio Tolkien Sport. C'est Radio Tolkien Sport? Oui. Oui, c'est ça. Que je me trompe pas. Hein. Ici Rénal Pedros, bienvenue sur Radio Tolkien Sport. Parfait. Merci. Voilà. Écoutez, on va vous remercier. Donc au nom de tout le monde, de la radio, RTS, radio.fr a été ravi de vous recevoir. Moi en particulier pour ma première dans l'émission. J'étais vraiment content de vous recevoir. Donc je vais laisser, avant de vous libérer, mes collègues vous laisser un petit mot, une petite question si vous voulez, ou juste le saluer avant de libérer Reynald et encore vous dire merci. Moi je voulais juste dire à Reynald que j'avais à peu près 12-13 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, et c'est ce but avec l'équipe de France face à la Finlande, un lob magistral. Je sais pas, mais c'est sûrement un des plus beaux buts qui m'avait marqué parce qu'il était exceptionnel, je me rappelle. Et c'est comme ça que je me suis plus ou moins intéressé au foot. C'est grâce à Nantes. Et puis j'espère vraiment voir un club mythique comme Nantes revenir au plus haut niveau parce que c'est la marque de fabrique française, le jeu à la nantaise. On en a besoin. Voilà. Et merci vraiment d'avoir été avec nous, Reynald. On vous souhaite un excellent jubilé et j'espère à plus tard. Merci. Mathieu, Anthony? Ouais, moi je vais remercier Reynald. Déjà, c'était ma première aussi avec Xavier ce soir. On a vraiment rencontré quelqu'un de simple, de super cool. Donc, je lui souhaite bon courage pour sa future carrière de, pourquoi pas, grand entraîneur. Un bon jubilé et puis que tout se passe bien pour lui dans le futur. Merci. Ouais, et moi je vais dire un grand merci à notre premier invité de cette nouvelle émission qui promet, hein, je le sens. Rénal Pedros, merci à vous, c'était très sympa. On a vraiment on a été passionné par votre entretien avec nous. Je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, j'ai pas pu suivre votre carrière, j'étais beaucoup trop jeune, malheureusement. Mais Ça, c'est pas sympa de faire ça. Non, oui, je suis un peu trop jeune pour avoir fait 90 avec Nantes. T'as loupé. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est un très très grand joueur et on espère qu'il a une carrière aussi riche en tant qu'entraîneur. Voilà, on va vous libérer, Reynald. Si vous voulez dire un petit mot, un petit bonjour, un petit message à passer. Déjà, vous remercier à tous pour l'accueil. Je pense que j'étais ravi de faire votre émission. J'espère qu'elle va encore durer. Merci de votre accueil, de votre sympathie, voilà. Et puis si peut-être à une prochaine fois, on ne sait jamais. Donc, voilà. Avec plaisir. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Rénald Pedros, plus besoin de le présenter, qui était avec nous. On le remercie et on espère longue vie au niveau de l'entraînement avec Rénald, pourquoi pas aux commandes d'une équipe de Ligue 1, Xavier.
Bah ouais, hein, je pense que c'est un ancien très grand joueur et je pense que de toute façon il sera amené à entraîner plus. Je pense qu'un jour il n'a pas trop répondu aux propos de Nantes, donc il peut pas trop non plus, le dire. Mais je pense qu'il aimerait bien reprendre ça. S'il y a un club qui a envie de reprendre, je pense que ce sera celui-là. Un peu à l'image comme a fait Didier Deschamps à Marseille. Il y a été comme joueur, a gagné des titres et revenir gagner des titres en tant qu'entraîneur à Nantes. Comme Guardiola au Barça. Voilà. Soyons fous. Même Mais bon, alors là, c'est placer la barre très haut. Mais ouais, en espérant qu'il fasse revenir Nantes au niveau. Et puis que surtout, il réussit dans sa carrière d'entraîneur. En tout cas, il a été vraiment super sympa à écouter parler. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de le recevoir, en tout cas. Pour nous. Et sinon, vous voulez qu'on finisse quand même les quelques matchs que vous avez notés? Alors oui, déjà, je voudrais un peu m'excuser parce que j'ai été obligé de couper le podcast. Reynald était là, il est venu un peu plus tôt que prévu, donc on a un peu coupé la chic à Domenico, Xavier, donc on va le retrouver. Il y a Domenico qui était pris par le travail, donc on a enregistré ça un petit peu avant. Il essaiera d'être là en direct une autre fois et on va le repasser en fin d'émission là pendant 13 minutes. Vous allez réécouter un peu ce qui s'est dit et ce qui était passionnant sur le Calcio. Donc voilà, vraiment désolé, mais voilà, un invité de prestige comme Reynald Pedros, on peut pas le faire patienter un quart d'heure quand même. Donc, Exactement. Sinon, il y avait un dernier match quand même qu'on voulait dire, mais en brut, en cash, on donne pas d'explication parce que bon, c'est un match qui a une petite importance, mais très peu quoi. C'est Saint-Étienne face à l'OM, et donc Saint-Étienne qui est à 2-20, le nul à 3-20 et l'OM à 3. Moi, je vois Saint-Étienne l'emporter. Et toi, Anthony? Écoute, moi mon cœur, comme vous le savez tous, il va pour l'OM, mais bon, faut être réaliste, cette saison elle est très difficile. Moi je vois Saint-Étienne. Il reste 3 matchs, se fixer un objectif, c'est de finir devant l'Olympique Lyonnais. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, plus leur rivalité, à mon avis dans le vestiaire ça a dû parler, et Saint-Étienne voudra finir devant Lyon, et ils ne sont qu'à 3 points, donc chose qui est très réalisable. Donc je vois, c'est dur à dire, mais une victoire de Saint-Étienne avec une cote de 2,20. Et toi, mon ami Mathieu? La série nord va se poursuivre du côté marseillais. Je veux dire une victoire de Saint-Étienne, pourquoi pas, parce que vraiment cette année Saint-Étienne, ils font des années plus ou moins bien, et là ça c'est plutôt pas mal, donc c'est encourageant. Donc victoire de la SSE, ouais. Et toi, Ludovic? Alors, je suis désolé, je voulais essayer de rechercher le podcast de Kevin Yokas, parce que le joueur futur montpellierin NEO international français nous avait pronostiqué une victoire de Marseille 2-1. Et il joue à Paris. Et il joue au Paris Handball, donc j'ai voulu vous le passer, donc du coup je l'ai perdu. Donc il a parié 2-1 pour Marseille, et à la rigueur, je m'en fous si Marseille perd ou Saint-Étienne gagne. Tout ce que je veux, c'est que le prochain match, il le perd, Marseille. Donc voilà. En toute objectivité. Donc voilà, bon, allez. Moi, je vois une victoire quand même marseillaise devant leur public. Parce qu'ils n'ont pas le choix, autrement. Non, c'est à Saint-Étienne. Hein. Donc donc c'est pour ça que je vois une victoire stéphanoise. À la bourre. Geoffroy Guichard. Et sinon, j'avais choisi un match de Ligue 2 à parier, c'était Reims-Monaco, c'est lundi soir, avec Reims qui est deuxième et Monaco qui est septième, et donc Reims qui est à 2,15, Monaco à 3,20 et le nul à 2,85. Moi, je parierais pour un match nul parce que Monaco est pas facile à avoir, mais Reims qui joue la montée, qui est deuxième et qui est parti pour monter, ça va être un match serré, mais je vois bien un match nul. Et toi, Ludovic, tu vois quoi? Voilà un autre club mythique qui risque de remonter en Ligue 1, Stade de Reims. Donc moi je vois une victoire de Reims 3-0 pour être exact. Ah, carrément. Je suis un fou. Tu vas te faire des amis à Monaco. Ouais. En parlant d'amis, mon ami marseillais Anthony, tu vois quoi? Écoute, moi je vois un match nul à 2,85. Monaco, depuis que Simonet est là, il a fait un grand bien au club. Sur les 12 derniers matchs, c'est quand même... Il y a eu aussi des recrues à la 13. Hein. Voilà, tout à fait, ouais. Et puis il y a les Russes derrière, à mon avis, que en cas de montée, ils vont appuyer. Sur les 12 derniers matchs, Monaco, c'est quand même 9 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Moi, je vois mal Reims gagner ce match. Monaco a déjà perdu la semaine dernière à Clermont 1-0. Ça va être dur pour Monaco, mais bon, Monaco est quand même la 4e équipe à l'extérieur. Reims, la 2e équipe à domicile, donc ce qui prévoit un match serré. Donc je vous conseille à tous le match nul.
Et toi, Mathieu, qui va bientôt d'ailleurs à le Grand Prix de Monaco. Ça, Attention. ça envie, ouais. Eh oui, donc, bah écoute, alors à Monaco, les pilotes boivent du champagne, et à Reims, ils fabriquent le champagne. Tu vois, c'est assez compliqué, je pense, ce match. Je vais dire match nul pour faire plaisir à tout le monde. Le grand amateur de champagne, donc alors. Xavier, Oui. ouais, si je peux me permettre, il y a 2 matchs de fini au hand. Et j'aurais voulu savoir un peu ce qu'on avait pronostiqué parce que c'est Saint-Raphaël qui s'est imposé sur son terrain face à Ivry 27-26 et Montpellier face à Dunkerque 36-28. Voilà. Bah, donc toi qui avais pronostiqué le match nul de Montpellier, ça n'a pas marché. Non, et d'ailleurs, on va dire une autre victoire qui se profile, c'est Paris face à Istres 26-18. Donc Paris file vers la victoire. Il reste un quart d'heure, mais ils ne feront pas rattraper. J'ai tout juste. On va finir avec les 2 pronostics rugby du week-end que notre spécialiste rugby Jean, qu'on aura, je l'espère, bientôt la joie d'accueillir à l'antenne. Donc Jean vous propose pour ce week-end la Jean, victoire. la page Tipster Prono, ton collègue. Voilà, la page Tipster Prono sur Facebook. Jean vous propose pour ce week-end la victoire de Castres par au moins 5 points d'écart face à Clermont, qui arrivera très vite, très diminué en terre castraise. Et ensuite, il pronostique la victoire dans le derby de Paris, la victoire du Stade français contre le Racing Métro, le match qui aura lieu au Stade de France demain. Donc on connaît un peu la rivalité des 2 équipes. Demain, on fêtera les 130 ans du Racing Métro, donc beaucoup d'événements au Stade de France demain. Mais Jean voit la surprise, le Stade français s'imposer contre le Racing. Voilà, et toi, voilà. Tu vois quoi exactement? Bah écoute, moi j'étais pas trop d'accord avec son pronostic. Comme je vous le dis, demain il y a pas mal de festivités au Stade de France qui vont en faveur du Racing. Je vois une victoire du Racing par le plus petit écart entre 1 et 5 points. Ouais, bah moi pareil, je vois Castres, Clermont, je vois Clermont s'imposer moi. Et Racing Stade Français, bah j'aimerais bien le Stade Français. Là c'est vraiment la suprématie qui est en jeu des clubs parisiens, mais je vois le Stade français. J'espère le Stade français, mais je pense que ça va être dur. En plus, c'est très serré au classement. Ils tiennent en 2 points, un qui est 6e, l'autre 7e. Donc, ça va être important même pour les qualifications pour la suite. Donc, mais bon, je vais dire le Stade français. Toi, Ludovic, tu vois quoi? Pareil, Stade français sans aucune hésitation. Et Castres-Clermont? Alors, moi, je vois bien une victoire clermontoise sur le terrain de Castres. D'accord. Et toi, Mathieu? Clermont arrive très diminué. Mais oui, mais justement. Je note. Faire attention quand même à la bête blessée, quoi. Et toi, Mathieu? Sans transition, c'est pas toi la bête blessée, attention. Non, je vais bien. Là, je dis avec victoire du Stade français aussi, forcément. Il faut qu'ils se rachètent une saison calamiteuse, mais bon, ils ont encore le derby pour se réveiller. Et victoire de Clermont qui est très très forte cette année. Bon, bah d'accord, c'est noté. Et par contre, parce qu'on est passé au rugby vite fait, là, mais on avait quand même déjà... Parce qu'il y a eu notre spécialiste Domenico qui a donné son pronostic. Nous l'avions donné dans le podcast. Quand même, je dois te demander, toi Mathieu, ce que tu vois pour Inter Milan, Milan AC, en sachant que la cote est à 3,70 pour l'Inter, 3,40 le nul et 1,88 le Milan AC. Toi, tu vois quoi? Le gros derby, match nul, parce que c'est toujours un match particulier, puis ça va être serré, je pense. Et puis j'ai une info, quand même, ça joue au Milan, déjà. Oui, ça, l'info vraiment primordiale. Et en sachant que là, si tu dis un nul, la Juve peut être sacrée championne des ce week-end. Parce que là, ça serait il y a un point d'écart, mais il suffirait que la Juve l'emporte, qu'il reste une journée derrière. Et puis il y a le dernier match, là, Newcastle-Manchester City, ça c'est le gros match, parce que Newcastle est 5e avec 65 points, mais ils ont que 1 point d'écart avec Arsenal qui est 3e. Et Manchester City, leader avec 83 points depuis qu'ils ont battu Manchester United, je crois que c'était lundi. Donc Newcastle 4,75, 3,90 pour le nul et 1,57 City. Et moi, je vois bien une victoire de Newcastle parce que ils sont en feu, quoi. Moi, je trouve vachement fort. Même si City est dur à prendre, mais je vois Newcastle. Je jouerai Newcastle, moi. Et toi, Ludovic? Moi, je suis un fan inconditionnel d'une équipe qui est les Red Devils, donc Manchester United. Donc moi, je vote pour une défaite de Manchester City, donc une victoire de Newcastle. Et toi, Anthony?
Bah écoute, c'est un match qui est très compliqué à pronostiquer. Bon, maintenant, je pense que Manchester City est au-dessus de Newcastle, mais avec Newcastle fait une très bonne saison, à l'image de Ben Arfa, à l'image de Cissé, de Cabaye, qui sont vraiment des éléments moteurs de cette équipe. Moi, je vois Manchester City s'imposer. Je pense que offensivement, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Mais par contre, j'aurais aux auditeurs un pari à proposer. Je vous conseille les deux équipes marquent avec une cote de 1,72. Je trouve cette cote vraiment jolie. Les deux équipes marquent. Donc voilà, 1,72. Mais sinon, je vois une victoire de Manchester City. Et toi, Mathieu? Ouais, je vais suivre l'avis d'Anthony. Victoire de City qui, je pense, a de fortes chances d'aller vers le titre. Et juste pour finir l'émission, tu m'avais dit, Anthony, que tu avais noté un petit coup de poker, un petit coup à faire au niveau de l'Allemagne, où tu peux gagner un peu d'argent, quoi. Ouais, coup de poker, oui et non, parce que c'est quand même, je voulais parler au niveau des buteurs en Allemagne, donc il n'y a plus trop d'enjeux dans ce championnat. Il reste un enjeu, c'est quand même le classement du meilleur buteur. Alors nous avons Huntelaar avec 27 buts, qui est en tête du classement, avec Mario Gomez qui le succède à 26 buts. Ces deux joueurs ont marqué le week-end dernier. Et moi je les vois bien récidiver demain. Donc si vous couplez le but d'Huntelaar plus le but de Gomez, vous obtenez une belle cote de 2,10 qui pourrait vous multiplier votre mise par 2. D'accord. Bon, on arrive au bout de l'émission, même plus, parce que au niveau du temps additionnel, Jean-Michel Aulas n'aurait pas été content. On va finir à 9h30, il est 10h moins 5. Ah, justement, on tente peut-être aller jusqu'à 22h et parler peut-être un peu de Giro, non? Je sais pas. Ah oui, il n'y a pas de problème. Par contre, comme j'avoue, tu me prends de court, il va falloir trouver les cotes. Oui, il y a le Giro. Si tu les as, Anthony, ou si tu les as, Mathieu. Je sais qu'il est. Sous les yeux, ouais. Bien. Ouais. Donc ça démarre demain, et donc on peut voter. Enfin, on peut voter. On vote un dimanche. Oui, on peut pas voter. On peut dire son ça c'est à la Nikos. Mais non, on peut dire son favori pour remporter le Tour d'Italie, donc. Et donc, c'est quoi les favoris et les bonnes affaires à faire, Mathieu? Le Tour d'Italie 2012 et le vainqueur sortant Michele Scarponi, qui est gagné sur tapis vert à cause du déclassement d'Alberto Contador l'an dernier. C'est le grand favori, mais il remet le maillot rose en jeu. C'est le favori avec une cote de 3,50. C'est plutôt pas mal pour le vainqueur de ce Giro. Le deuxième, c'est Ivan Basso, le vainqueur 2010, sur une cote de 5. On peut s'attendre à un duel parce que finalement les favoris sont pas aussi nombreux. On y retrouve notamment Frank Schleck, le luxembourgeois, chez Radio Shack Nissan, cote de 9. On a aussi Joaquim Rodriguez, le vainqueur de la Flèche Wallonne, avec une cote de 13. Et on va terminer sur le français John Gadret, 4e l'an dernier du Tour d'Italie, avec une cote de 20. Ce sera un gros pari pour lui, mais il est prêt, c'est son objectif de l'année, le Tour d'Italie. Et comme il manque Contador et d'autres grands noms comme Nibali ou encore, le Français aura une chance, au moins le podium. En tout cas, les prétendants seront assez... ça va être une manche assez sympa parce qu'on n'a pas vraiment un favori qui va se dégager du lot. Ça va être assez homogène. Moi je vois bien, je vais jouer Ivan Basso, moi. Ivan Basso. Je ne suis pas expert en cyclisme, je conseille pas aux gens d'écouter ce que j'ai dit. Ouais, je vois ça. Ouais. Mais ouais, je vais jouer lui. Ouais. Mais en vrai, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de favoris qui se dégagent, mais le Tour d'Italie, il est assez relevé, je crois. Il est encore pire que le Tour de France, il me semble. Il est difficile. Alors normalement oui, mais en fait on a changé d'organisateur entre l'an dernier et cette année. Alors l'an dernier c'était hyper dur, on avait l'Etna, on avait d'autres cols vraiment affreux, et cette année on a joué la sécurité. C'est plutôt un parcours assez plus léger que l'an dernier, assez sympa, assez vivant. On a quand même une grosse semaine de montagne au milieu, et on terminera par un contre-la-montre à Milan. Et voilà, en tout cas les grands favoris ne devront pas baisser les bras d'une seconde, parce que attention, ce Giro est toujours très spectaculaire. Et je vais juste rajouter un petit hommage à Wouter Weiland, le sprinter belge qui était décédé l'an dernier sur les routes du Tour d'Italie, dans une descente d'un col assez dangereux. Donc ça fait un an déjà qu'il nous a quitté, Wouter Weiland. Alors moi j'hésite entre trois, j'hésite entre Damiano Cunego, entre Nibali ou Gilberto Simoni. Donc mais je vais quand même mettre, alors on n'a pas cité, je sais pas si tu l'as cité, mais il y a Levi Leitner, il y a Menchov qui peut être là aussi, il y a Clauden.
Mais, je mets une petite pièce sur Cunego quand même, pour succéder à Contador. Cunego qui a gagné en 2004. Voilà. C'était la révélation. Donc moi, allez, je vois Cunego. Et toi, Anthony? Bah écoutez, moi, ça va faire vite. En cyclisme, mis à part le dimanche, moi le cyclisme, je regarde pas trop. Quand on a dit le Tour de France, à la limite, je vous dis, je vois bien Evans, mais là le Giro, là vous m'avez cité des coureurs que je connais vraiment que de nom, donc je préfère pas influencer personne et donc je vous laisserai avec vos pronos cyclisme. Juste une petite question, Mathieu. Alors, il me semble que j'ai lu quelque part que Lord Samsung faisait le Giro, non? Non, il est à la retraite, bien au chaud. Sur la PlayStation. Sur la PlayStation. Ouais. Non, par contre, j'ai vu que il faisait des. Et Bernard, je le sais plus, non? C'est aussi ça. Moi, je sais plus, moi, je suis perdu. Il refait de la compétition. Il fait quoi exactement? C'est triathlon. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, peut-être ça. Triathlon, ouais. Ouais. Infatigable, on va dire. Ouais, bah, c'est normal. Avec tout ce qui se prend dans la tête. C'est stupéfiant. Non, c'est un jeu de mots, c'est pour voir un bon mot. C'est une blague pour finir l'émission, à l'image des blagounettes le mercredi soir, mais non, il n'y en aura pas dans mon émission, je préfère éviter les humiliations. Je voudrais déjà remercier pour l'émission les gens qui m'ont encouragé, parce que j'avoue avoir pas été fier avant de faire l'émission. J'ai passé 1h30 vraiment super avec vous, et puis avec j'espère que les auditeurs auront été nombreux et qui viendront, et puis qu'on a fait passer un bon moment à tout le monde. Moi, je passe un super moment avec vous tous, donc je remercie particulièrement Ludovic, Mathieu et surtout Anthony, le nouveau venu, et puis Domenico et Jean, qu'on espère avoir bientôt parmi nous. Et donc, je vais vous laisser la parole pour finir l'émission. Et je vous dis vendredi prochain. Et merci à vous pour votre confiance. Je ne prendrai pas la parole en premier, tout le monde l'attend. Mathieu. Allez, je vais y aller. Eh ben ouais, c'est clair. Avant, c'est un concept qui est revenu sur les ondes d'RTS. On avait vos matchs avec Stan l'an dernier, et c'est plutôt un concept qui marche. C'est un peu depuis quelques temps sur les autres radios, dans les médias, c'est un concept qui marche, les paris sportifs, comme ça c'est maintenant démocratisé en France. Et c'est clair qu'il faut une émission, et on est là tous les vendredis soirs avant un week-end chargé. Et on est là, puis ça va vraiment être sympa de débattre sur l'actualité du sport et en général. Et moi, je serai un peu là pour aussi essayer de ne pas rester concentré sur le football, vous le savez. Je vais essayer aussi de traiter ma partie des sports mécaniques. Tous les jeudis, c'est le Motors The Show, et notamment la semaine prochaine, je parlerai du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 avec les cotes que j'annoncerai en fin d'émission. Donc, je serai là. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une super première émission. Très sympa, très divertissante, et merci à Reynald Pedros. Donc je vous donne rendez-vous pour ma part jeudi prochain et vendredi à 20h30. J'aurai à cœur de retrouver Xavier Anthony, Lusa et les autres. Donc merci messieurs, et j'espère qu'on va aller très loin. Mon ami Anthony, pour ta première, enfin ta deuxième, c'était la mercredi, mais ta première dans l'émission. Une première aussi où j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous tous, avec Reynald Pedros. On se donnera rendez-vous tous les vendredis entre 20h30 et 21h pour débattre et essayer de vous donner les meilleurs pronostics du week-end. En attendant, je vous souhaite une bon week-end à tous et à la semaine prochaine. On a fait le tour. Ah non, il reste le patron. Ah, je vais donner la parole au patron, à Ludovic, et on sort le cirage, les amis. Allez, c'est parti, les gars. Je pense que pour beaucoup ce soir, c'est leur dernière émission. C'est un peu comme ça, non? Moi, j'entends souvent ça en plus, moi. Je voulais surtout remercier la gentillesse de Reynald Pedros, parce que sur RTS, on a du mal à avoir des fouteux, parce que la plupart, ils n'ont pas peur des mots, je vais être cash, la plupart ont la grosse tête, mais je pense qu'ils ne feront pas le plaisir de venir sur RTS. Beaucoup n'auraient pas ils n'ont rien à gagner, voilà, tout simplement. Et là, Reynald, un petit texto, et puis ça a été oui tout de suite, il est resté presque 3 quarts d'heure, d'une simplicité. Alors, c'était vraiment l'idole dans les années 90. Voilà, pour ceux de ma génération, c'est à l'heure actuelle, on peut peut-être peut-être comparer à ce qui se fait avec Eden Hazard. Pedro, c'était la technique à l'état pur. Je pense que je sais pas qui a soufflé, mais Pedro, c'était sûrement le joueur le plus technique du championnat qu'on avait à l'heure actuelle. Il a joué en équipe de France, il avait un pied magique. Et il nous a fait la gentillesse de rester avec nous pour parler de foot, pour parler de sa carrière. On l'espère vraiment
de tout cœur qu'il soit comblé au niveau professionnel. Et puis voilà, bonne première émission. J'ai fait chez Xavier toute une semaine pour qu'il nous n'oublie rien. Je m'en excuse de l'avoir peut-être un peu stressé, mais voilà, c'est pour que l'émission soit meilleure. Et ravi d'avoir connu Anthony pour cette première. Et puis Sa dernière, ah non, j'ai eu peur. Non, je ne te l'ai pas encore dit. Et puis je suis ravi de refaire une émission avec Mathieu. Et moi aussi. Et merci aux auditeurs. Merci à Chris qui podcastait aussi. Pas Ouais, l'oublier. Christopher, quand on aime le foot, on parle surtout le mardi. Chris, je t'aime. Oui, on l'a oublié, c'est vrai, donc on le remercie d'avoir podcasté. Donc on pourra, les auditeurs pourront trouver l'émission sur la page Facebook et sur le site. Donc ça devrait être en ligne d'ici 1 ou 2 jours, quand Chris aura terminé de réaliser le podcast. Et ouais, bah en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment sympa de pouvoir se retrouver entre plusieurs voix qui se connaissent pas souvent. On fait pas les émissions ensemble en général, de se retrouver sur une même émission. Puis donner des pronostics tout dans la bonne humeur en recevant en plus un grand invité. Donc bah je remercie tout le monde et puis bah je dis à vendredi prochain et puis bah soyez à l'écoute d'RTS et restez fidèles et merci à vous tous et bon week-end. N'oubliez pas le podcast bientôt disponible sur la page Facebook ainsi que tous les pronos de Reina de Pedros et de toute l'équipe qui sera sur à vos pronos. C'est ça Xavier, j'ai rien oublié. Tout est parfait. Ben voilà. Voilà. Au revoir. Il veut rester sur RTS. Allez, Ouais. Bon week-end. on se quitte avec un petit jingle et n'oubliez pas, lundi, c'est Andé. Allez, ciao. Ciao, ciao.